Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. On entend beaucoup de choses sur le climat et l'environnement dans les médias traditionnels et sur les réseaux sociaux. Mais qu'en est-il vraiment ? Pour nous aider à y voir plus clair, je reçois Albin Wagner, un spécialiste de l'analyse du discours, qui va nous éclairer sur la situation de façon globale. Une interview réalisée juste avant le premier tour des élections présidentielles. Bonjour Albin. Bonjour. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter, s'il vous plaît ? Alors donc je m'appelle Albin Wagner, je suis enseignant-chercheur en analyse de discours. Donc à ce titre-là, j'interviens aussi sur l'étude des discours numériques, notamment sur le climat, le climato-scepticisme, l'écologie de l'environnement. Voilà, et puis j'interviens donc en fait aussi en tant qu'expert auprès de fondations et d'ONG sur ces questions-là. D'accord. Alors, il y a le dernier rapport du GIEC là, sur des solutions plutôt concrètes contre le réchauffement climatique qui vient de sortir récemment. Et vous avez sorti il y a quelque temps un livre intitulé Éco-Archi, un livre ou un essai. De quoi parle-t-il exactement ? Alors, c'est un essai effectivement qui en fait propose une analyse finalement de la situation et surtout de cette espèce de, comment dire ça, du fait qu'on soit tellement pris dans l'inaction climatique. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même des rapports du GIEC qui sortent régulièrement depuis des décennies maintenant. Depuis les années 80, on sait qu'il y a un problème sur le climat, bien avant même, mais depuis les années 80, c'est officiel, le GIEC a été créé à ce moment-là. Et donc moi, ma question que je me posais, c'était, au-delà du fait que moi-même, j'analyse effectivement encore dans mes travaux de recherche les discours, notamment les narratifs sur les réseaux sociaux, où j'ai sorti un rapport il n'y a pas très longtemps d'ailleurs sur cette question-là aussi, sur qui parle d'écologie en fait en France et comment on en parle. Et en fait, donc Éco-Archi, c'était un petit peu ce moment où je me suis posé. C'est arrivé, enfin la rédaction est arrivée pendant le confinement, donc c'est un moment où j'ai eu la chance de me poser un peu pour réfléchir et je me suis posé cette question-là de savoir pourquoi est-ce que finalement, face à toutes ces informations-là, il n'y avait pas d'action. Et donc j'ai commencé à faire des recherches, tout simplement à lire beaucoup d'articles, parce qu'on dit souvent que c'est le modèle économique actuel en fait, qui est basé sur l'exploitation des ressources. Donc il y a tout un paradigme aussi hérité de l'époque coloniale qui est mis en place. Mais pour moi, c'était pas suffisant. C'est-à-dire, si c'était juste la faute à l'économie, il suffisait de changer l'économie. Enfin, c'est évidemment plus compliqué que ça, mais il y avait d'autres choses. Et donc j'ai commencé à lire des économistes et des politologues qui, en fait, notamment dans les années 90, ont fait des liens très clairs, à la fois historiques, mais aussi sociaux, économiques et financiers, entre le fait que le succès des démocraties contemporaines était dû au succès du modèle en fait capitaliste néolibéral, et de ce fait-là, les deux partageaient une généalogie commune. Et notamment le fait que au final on pouvait avoir des marchés libres capitalistes qui fonctionnaient sans démocratie. La Chine, par exemple, fonctionne très très bien sans démocratie, ou si peu. Mais en revanche, il n'y a pas de démocratie contemporaine qui fonctionne bien sans économie capitaliste derrière qui la soutienne. Donc ce lien-là, cette consanguinité-là, elle a été en fait prouvée il y a 30 ans maintenant, et mise en évidence. Et en fait, c'est un peu tombé en désuétude, ces recherches-là, alors qu'elles sont toujours vachement actuelles. Et ça pose la question non seulement d'une réforme effectivement économique pour pouvoir mieux réagir face au changement climatique, mais aussi du fait que nos systèmes politiques soient relativement peu efficaces pour la prise de décision, pour aussi le fait de pouvoir se projeter avec un système électoral qui nous encourage à faire des choix, puisque c'est très compliqué d'aller voter pour quelqu'un qui va nous dire on va se contraindre, il y aura des restrictions, sûr, ouais. on n'a pas envie en fait, et de ce fait là on voit bien qu'on a un souci par rapport à tout ça. Et donc Éco-Archi se propose de proposer à la fois une analyse et aussi des pistes de réflexion et de solutions peut-être par rapport à ces questions là. D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment un essai qui donne des pistes finalement qui devraient être dans les mains de tout bon politique finalement. Ah ça si seulement. En fait dans les pistes, en plus de ça, il y a plusieurs éléments. Il y a par exemple, l'une des pistes, l'éco-archi en tant que tel, donc ce système qui est proposé, c'est pas un système totalitaire, qu'on s'entende bien, parce que c'est vrai que il y a toujours ce risque-là, dès qu'on parle d'écologie, il y a la petite lumière Khmer vert qui peut s'allumer. Là, le but, c'est au contraire de partir de cette réforme démocratique pour imaginer un système un peu différent. Et parmi les pistes qui sont évoquées, il y a le fait évidemment d'avoir un principe fondamental du droit, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de loi ou de règlements qui sont votés sans respecter un principe écologique fondamental, donc respect de la nature, de la biodiversité, des ressources, etc. Donc ça, c'est par exemple une contrainte juridique.
et puis qui devrait être inscrit dans une constitution nouvelle en fait à réécrire. Et puis ensuite il y a un autre élément, par exemple, qui est le fait de redéfinir l'échelle, c'est-à-dire qu'on est dans un État en France notamment qui est très centralisateur, et en fait l'idée de l'éco-énergie, c'est aussi de se dire il y a beaucoup de choses au niveau local qui se font et qui sont très efficaces, et beaucoup d'éléments en fait de résilience écologique, environnementale, passent d'abord par des initiatives locales. On le sait très bien au niveau de l'alimentation, de l'agriculture, enfin de plein de choses, du réemploi, du recyclage, etc. Et donc aussi de faire basculer cette échelle-là, et non plus que les régions ou les localités soient au service de l'État central, mais que ce soit l'État central qui soit au service des initiatives locales et régionales, par exemple. Donc c'est aussi toute une réflexion sur l'organisation d'un État dans un monde où maintenant l'urgence climatique ou la crise climatique va devenir la norme finalement. Tout à fait, effectivement, surtout avec le dernier rapport encore qui est sorti. Alors en tant que spécialiste de l'analyse du discours, vous aviez sorti il y a quelques temps déjà quelque chose sur Greta Thunberg, mais également en mars dernier, là, donc vous l'avez évoqué tout à l'heure, une analyse narrative sur comment la France parle du climat, donc sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'on peut ressortir justement de ces deux analyses de discours ? D'abord que alors c'est intéressant parce que il y a deux choses. Je dois d'abord parler de l'incarnation. Parce qu'en fait, on a en France notamment un problème d'incarnation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui militent pour le climat, des collectifs qui se sont montés. Il y a toute l'interorganisation du climat, enfin des associations type Alternatiba, les Amis de la Terre, NV COP21, enfin il y en a plein avec lesquels je suis en contact aussi. Donc c'est intéressant de voir comment ils s'organisent. Mais on sait que à un moment donné, pour faire bouger les lignes, parfois il faut des figures qui incarnent un peu quelque chose. Et on est en difficulté par rapport à ça, c'est-à-dire que Greta Thunberg est une figure non française, étrangère pour la France. Elle a été très mal reçue pour plein de raisons. Il y a eu pas mal de personnalités, soit climato-sceptiques, soit anti-écolo. Après, ça dépend de comment on les qualifie, qui ont été particulièrement virulentes contre Greta Thunberg, Michel Onfray, Laurent Alexandre, etc. Pour des raisons diverses. Alors, soit qui attaquaient l'autisme, soit la jeunesse, soit la femme. Donc des raisons qui n'ont rien à voir finalement avec le problème de fond de l'écologie. Et en France, les incarnations qu'on a, c'est ce que j'ai vu en fait, notamment sur ce rapport de Qui parle d'écologie, qui couvre en fait la période du quinquennat d'Emmanuel Macron. C'était vraiment les 5 dernières années pour comprendre un peu comment les choses se goupillaient un peu. Et on a la figure qui incarne le plus l'écologie, qui revient le plus souvent, c'est Jean-Marc Jancovici. Ce qui est extrêmement étonnant parce que c'est quelqu'un qui est très présent sur les réseaux sociaux, qui a une tribu de followers qui est quand même très très active et qui en plus a un discours extrêmement pédagogique, très clair, à la fois critique mais très didactique aussi, donc il est très efficace. Et puis il est très implanté avec le Shift Project justement pour proposer des solutions concrètes. Et puis il a surtout ce profil typique de l'ingénieur à la française en fait, quelque chose qu'on trouve nulle part ailleurs dans le monde finalement. Et là où le chercheur en fait questionne le monde, l'ingénieur, son but c'est de proposer des solutions concrètes. C'est-à-dire que donc c'est pas du tout la même façon non plus de voir les choses. Alors c'est intéressant parce que au-delà de Jean-Marc Jancovici, après en France, loin derrière, on a d'autres figures. On a eu Thomas Pesquet, qui était très suivi parce que au moment où il a fait son tour de la planète, enfin ses tours plutôt de la planète, il prenait des photos pour sensibiliser à la fragilité finalement de la planète. Hugo Clément avec ses reportages nombreux et variés aussi. Donc on a comme ça quelques personnalités qui sont assez actives. On a Bon Pote aussi sur LinkedIn notamment et pas exclusivement qui s'engagent beaucoup. Mais ce sont des hommes toujours d'une certaine catégorie de population, diplômés. Enfin voilà, on voit bien qu'au final on a du mal à avoir de la diversité de représentation. Et ça, je pense, ça pose une question. Et le deuxième élément, ce que je voyais moi au-delà de l'incarnation, c'est les groupes finalement qui s'organisaient pour parler d'écologie ou proposer des solutions, notamment quelles étaient les thématiques qui ressortaient. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a en fait en France 4 manières de faire de l'écologie, politiquement j'entends. En général, alors soit avec des associations, soit des partis, soit des personnalités. C'est pas une question de parti politique purement, mais c'est qu'on a soit d'un côté, je vais commencer par le plus simple, ceux qui sont anti-écolo ou climato-sceptiques ou qui minimisent le réchauffement climatique. Et ces gens-là, en fait, on le voit notamment, je l'ai vu en analysant des millions de tweets sur Twitter sur 5 ans. Ce sont des gens qui sont plutôt proches, d'ailleurs, enfin, leurs tweets sont beaucoup relayés par l'extrême droite, par les sphères conspirationnistes. Enfin, en gros, c'est des gens très isolés finalement, qui ont très très peu de prise, mais qui sont très présents sur Twitter, qui sont surreprésentés sur Twitter, comme Zemmour est surreprésenté sur Twitter, alors que voilà, il a moins d'impact finalement concrètement. Et quand on sort de cette sphère-là, anti-écolo, on a 3
écologies politiques. On a une écologie en fait libérale ou néolibérale, donc celle du gouvernement actuel, où le but c'est de conserver le système actuel en adaptant l'écologie au système actuel. Ensuite, on a une écologie réformiste, donc portée par globalement les Verts, le PS, quelques associations aussi, ou les personnalités, qui a pour but plutôt de se dire il faut changer des éléments du système, donc adapter le système aux besoins écologiques. Donc c'est un peu l'inverse justement de l'écologie néolibérale. Et puis il y en a une dernière famille, donc l'écologie radicale, plutôt portée pour le coup par la France Insoumise, par d'autres associations aussi, par Greenpeace, par Attac, etc. Où en gros leur idée c'est on change tout le système pour pouvoir répondre à l'urgence climatique. Donc on a comme ça des gradations de réponses qui sont intéressantes. On voit vraiment dans la colorimétrie, on a 4 couleurs en fait vraiment qui se distinguent bien, quasiment un quart. Mais dans tout ça, dans les gens qui parlent du climat, les scientifiques restent malheureusement très absents. Vraiment très très loin, puisque encore une fois Jean-Marc Jancovici, avec toutes ses qualités, c'est un ingénieur, c'est pas un scientifique au sens de chercheur sur le climat, même si son rôle est très important, c'est pas la question. Mais les chercheurs eux-mêmes sont très très peu visibles, et même Valérie Masson-Delmotte, qui a beaucoup quand même essayé de porter le message du GIEC en France, notamment ces dernières années, en fait a une sphère d'influence très très pauvre, et on voit bien que là-dessus on a un problème de visibilité médiatique et publique aussi de la recherche, de sa prise en considération, peut-être aussi de la transmission d'éléments qui paraissent complexes, qui ont du mal à passer dans la sphère publique, c'est peut-être aussi ça, donc un travail didactique qu'arrive à faire Jancovici mais que n'arrive pas à faire Valérie Masson-Delmotte par exemple. Enfin, il y a tout un questionnement autour de ça. Je pense que du coup, voilà, c'est assez éclaté, et dans le même temps, il y a aussi des choses un peu nouvelles qui sortent. On voit par exemple que la question du bien-être animal, qui est liée à l'écologie, mais pas que d'ailleurs, sort aussi beaucoup, en fait, dans les résultats, mais en émergence. Donc on sent que c'est en train de se structurer comme quelque chose aussi d'un peu transpartisan, finalement, cette question-là, puisqu'elle est reprise par plein de candidats ou candidates en ce moment à l'élection présidentielle, quels que soient les bords politiques, ça va de l'extrême droite à l'extrême gauche, finalement. Mais cette question commence vraiment à devenir assez importante dans le débat public, donc c'est encore à structurer, mais ça commence à se voir. D'accord, donc en fait, si j'essaie de bien comprendre tout ça, si on veut qu'aujourd'hui la population prenne vraiment ça au sérieux, alors certes, oui, il faut des actions politiques, ça c'est certain, mais en gros, il faudrait qu'il y ait quelqu'un, parce que tout à l'heure on parlait que c'était beaucoup des hommes diplômés et tout ça, il faudrait que ce soit plutôt quelqu'un qui vienne de la population au niveau vraiment populaire, et un scientifique qui vienne prendre un peu le leadership, et c'est ça peut-être qui pourrait permettre de faire un déclic. Je pense qu'il y a plusieurs choses en même temps, parce qu'effectivement, en fait, on voit qu'il y a beaucoup, donc je disais, d'hommes diplômés, blancs, enfin, je vais très très court, mais c'est quand même ça. Et en même temps, quand on a une figure étrangère qui arrive, qui est une femme, Asperger, etc., tout de suite, en fait, on lui tire dessus. Donc là, il y a quand même une manière de se représenter, ce qu'est l'incarnation, qui pose question. Après, dans ce que je voyais aussi sur les narratifs en circulation, les gens ont bien pris conscience de l'urgence. Ça, c'est quand même très très ancré. Maintenant, il y a, mis à part cette sphère climato-sceptique, franchement, il y a vraiment quelque chose qui est très très ancré maintenant dans le fait que oui, il y a un problème, oui, il faut des solutions. Ça, c'est très très net. Et puis, surtout, ce qui fonctionne très bien sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, YouTube, Instagram, les choses les plus engageantes, sont des reportages, des documentaires ou des publications qui proposent des solutions positives. C'est-à-dire, on se dit, ouf, on peut quand même faire quelque chose, même si c'est limité, même si en fait c'est pas grand-chose pour l'instant. Cette politique des petits pas, même si elle est largement insuffisante, montre que le fait que des gens s'engagent, prennent des initiatives économiques, il y a des startups qui se montent là-dessus, politiques, agricoles, il y a plein de sujets, fait que ça va plus emmener les gens au final, et ils vont se dire ok, on peut faire quelque chose. Mais pour aller plus loin, pour effectivement mettre en dynamique ces éléments positifs-là, il faut de l'incarnation. Alors, en fait, je pense que au final, l'une des problématiques peut-être, c'est que l'écologie seule ne suffit pas, peut-être. Dans un pays comme la France, j'entends, parce que tous les pays sont très différents là-dessus. On a des partis écolos très puissants dans d'autres pays, parce que ça incarne quelque chose. Je pense à l'Allemagne, parce qu'il y a une tradition très très longue de politisation de l'écologie. En France, l'écologie politique, on le voit, mis à part les élections intermédiaires, les Verts peinent malgré tout à faire entendre une voix singulière. Et donc je pense qu'en France, l'écologie seule ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut la lier à d'autres thématiques économiques, politiques, sociales, sur les inégalités. Et de ce fait-là, peut-être effectivement qu'il manque des figures
donc ils peuvent le faire. Et si elles le font, elles doivent venir d'autres milieux, ça peut être des femmes, ça peut être des personnes issues des milieux populaires, effectivement, ou ça peut être effectivement peut-être tout simplement je sais pas, 2, 3, 4 personnalités qui vont ensemble pousser des choses de manière un peu alternative, parce que sinon, effectivement, on reste dans, et avec toute l'estime que je leur porte, encore une fois, hein, sinon on reste dans du Cyril Dion, du Aurélien Barraud, du Thomas Pesquet, du Hugo Clément, enfin, qui représentent toujours un peu les mêmes manières de parler d'écologie quelque part, et tout en étant eux-mêmes un peu à l'abri finalement des conséquences, hein, d'une certaine manière, en tout cas économique ou sociale. Et donc je pense que là-dessus il y a effectivement quelque chose à construire encore. Comment, je sais pas, parce que c'est une analyse, hein, c'est un état des lieux, voilà. C'est pas il n'y a pas de solution dedans, mais en tout cas ça laisse, on va dire, on peut se dire que les horizons sont ouverts pour envisager vraiment notre manière peut-être de porter cette parole-là et de la reconnecter à plein de choses, parce que l'une des difficultés, je parle beaucoup, hein, je suis désolé. C'est très intéressant. L'une des difficultés, c'est vraiment aussi de se dire, souvent, il y a aussi cette dimension-là, parfois, qui bloque un peu les gens. On le voit dans les narratifs en circulation, c'est que c'est toujours cette question du oui, mais on peut faire quoi, parce qu'en fait le climat c'est très complexe, ça paraît très lointain en plus, parce que on a l'impression que ça ne touche pas vraiment totalement, en France j'entends, même si on commence à voir que ça touche justement les agriculteurs par rapport aux épisodes de gel intense, ça c'est typiquement lié au réchauffement climatique, mais je pense que si on arrive à montrer que ça peut être bénéfique et lié à des politiques de logement, d'énergie, d'économie, de finances, puis aussi tout ce qui est cette thématique est importante et intéressante, de technologie, d'inégalité sociale, de culture, enfin il y a plein de sujets finalement, et ce qu'il faudrait c'est réussir à les connecter les uns aux autres pour en faire quelque chose de digeste, et qui propose vraiment un autre projet de société et d'organisation du monde économique finalement. Et pour ça il faut effectivement ne pas laisser le climat tout seul comme quelque chose qui est hyper complexe, hyper menaçant dans son coin, qui va en fait nous rouler dessus sans qu'on sache vraiment très bien quoi faire, mais petit à petit arriver à faire ces ponts là et à montrer que l'écologie c'est pas le climat, l'environnement, l'écologie c'est en fait penser la société humaine dans son ensemble, avec toutes ces organisations commerciales, financières, technologiques, de la santé, de la culture, etc., et que tout ça nous demande de nous mettre en mouvement. Et je pense que il y a des gens qui le font déjà, hein, tout ça, enfin je veux dire, on sait qu'il y a des associations qui s'engagent, il y a des entreprises qui s'engagent, il y a des milieux culturels qui s'engagent, enfin il y a plein de gens qui s'engagent là-dessus, des philosophes, des chercheurs, mais comment structurer pour répondre un peu différemment, je pense que là il y a vraiment tout un travail à faire. Ça ne concerne pas simplement la France d'ailleurs, c'est peut-être en général dans les démocraties européennes, hein. D'ailleurs on peut se poser cette question-là, ouais, je pense. Ouais, effectivement. En tout cas c'est vrai que moi j'encourage tout le monde, je mettrai les liens, hein, vers justement tout l'essai, les différentes analyses et tout aussi sur le quinquennat, et la France et le climat, parce que c'est vraiment très intéressant aussi à lire, et il faut vraiment s'y intéresser. Merci. Est-ce que vous avez d'ailleurs d'autres projets en ce moment d'analyse, d'essais, ce genre de choses, de livres? J'ai d'autres projets, mais en fait là on va dire que là c'est la période électorale, donc pour l'instant je pense qu'il y a beaucoup Oui. par exemple les fondations avec lesquelles je travaille, pour l'instant c'est un peu voilà, on arrête, on va voir ce qui sort, ce qui est logique, hein, parce que je pense que là ça prend beaucoup d'espace, donc on va voir après. Enfin moi je verrai, je pense plutôt effectivement en mai, juin là, au printemps finalement, mais il y a d'autres idées de livres, et puis des études il y en a toujours à faire, donc bien sûr qu'il y aura d'autres travaux. Puis moi ça m'intéresse, en fait je pense que c'est toujours très compliqué quand on est moi je suis pas agriculteur, j'ai pas de, enfin je veux dire par exemple j'ai pas de savoir pratique manuel, quoi, donc ma manière de m'engager c'est avec ce que je sais faire, ce que je peux faire, donc analyser les discours et puis tenter de trouver des remédiations, donc à ma modeste place. Et je pense que voilà, là-dessus il y a tellement encore de choses à faire pour comprendre. Enfin, finalement, par exemple, l'analyse narrative, c'est comprendre les récits qui portent les gens. Et quand on comprend ça, quand on analyse bien, on peut ensuite apporter différents types de réponses, proposer des mises en mouvement, essayer de convaincre différemment. Et ça, je pense que c'est important, parce que, alors là, je paraphrase Cyril Dion qui l'a dit, mais ça fait des siècles qu'on le sait, et puis des dizaines d'années que des anthropologues le disent. L'être humain est une espèce fondamentalement structurée autour du récit, de la narration, du conte. Quelles que soient les sociétés, en fait, des plus primitives aux plus avancées, si tant est que ça a un sens de dire ça d'ailleurs, en fait, elles sont structurées autour du fait de se raconter des histoires.
Et on transmet le savoir comme ça. On transmet l'organisation sociale autour de ça. Et quand on est petit, d'ailleurs, on est fasciné en tant qu'enfant par les contes qu'on nous raconte. Enfin, voilà. Donc, cette dimension de récit, elle est hyper importante. Et pour l'instant, il n'y a pas encore The récit quoi, qui porte en fait quelque chose de à la fois d'exigeant, parce que qu'on soit bien d'accord, hein, le changement climatique fait que ça va être très compliqué. Voilà, il faut le savoir, c'est tout. C'est exigeant, il va falloir s'adapter. Et en même temps, comment est-ce qu'on peut transformer quelque chose qu'on subit en des horizons qu'on va choisir ensuite? C'est-à-dire qu'on dit, ok, bon, là c'est une situation qu'on va subir, clairement, mais comment est-ce qu'on peut transformer ça, alors à divers degrés, parce que certains vont être plus touchés que d'autres, hein, mortellement touchés, j'entends, donc c'est évidemment très très compliqué, donc très inégalitaire. Mais comment malgré tout ça, par rapport à cette situation, comment est-ce qu'on fait pour tenter de faire avancer l'humanité entière, puisque c'est elle qui est concernée quand même, et les autres espèces. Et donc c'est un récit encore qui reste à écrire, et pour l'instant on reste bloqué, et c'est bien normal, dans des récits d'information, de sidération, de catastrophe, parce qu'on n'a pas encore pris la mesure de tout ça, et parce qu'on a besoin d'être sensibilisé encore pour avoir ces piqûres de rappel qui font qu'à un moment donné, on va se dire, ok, on sait, on arrête, il faut faire quelque chose et on y va, quoi. Et je pense que ce point-là n'est pas encore franchi pour moi. D'accord. Je voulais revenir sur un point de votre expérience professionnelle, et parce que je voudrais avoir un peu plus d'éclaircissement aussi à ce niveau-là, notamment par rapport aux humanités numériques. Vous avez été donc directeur d'une école d'humanité numérique. C'est quoi exactement les humanités numériques et qu'est-ce qu'on peut vraiment y mettre dedans? Alors, les humanités numériques, la manière dont moi je les définis en tout cas, hein, c'est une façon plutôt nord-européenne de les voir, donc à la danoise, finlandaise, ce qui sont aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni aussi. Et en gros, c'est cette idée que on peut... alors c'est un peu différent de ce qui justement la définition franco-française hein, dans les universités, donc je le dis. C'est la manière dont on peut finalement mettre en relation les sciences sociales, les sciences économiques aussi finalement, et puis le côté créativité numérique, communication, etc. Donc c'est vraiment ces trois pôles-là pour avoir une formation complète, interdisciplinaire. Et donc moi j'essaie de travailler un peu comme ça aussi, alors dans mes expertises évidemment, mais ça invite à s'intéresser à plein de choses différentes, ça c'est plutôt chouette. Et puis les humanités numériques, plus concrètement scientifiquement parlant, la manière dont moi je les exploite, c'est lié à l'analyse de discours, c'est-à-dire que je vais essayer de repérer des données, voilà, sur les réseaux sociaux. En fait, je repère ces données-là, je vais les absorber, les extraire pour construire des corpus de données que je vais analyser avec tout un tas d'outils de logiciels qui automatisent certains processus. Pas tous, parce que évidemment, sinon c'est là que la sensibilité du linguiste que je suis a une utilité. En fait, c'est de pouvoir à un moment donné sur les argumentaires avoir une lecture fine pour comprendre vraiment les subtilités et puis dégager les récits justement. Mais les humanités numériques, c'est vraiment ça, c'est faire ce lien, on va dire, entre des éléments... alors moi, je préfère dire digital, mais pour moi, c'est très différent, numérique et digital. Hein, c'est pas les mêmes choses, en fait. En tout cas, les éléments liés à l'information, à la communication et à Internet en général, et un traitement numérique de ces données-là, et puis ensuite une analyse en fait qui tient compte des spécificités sociales, culturelles, etc. Donc c'est vraiment ces liens-là, et c'est remettre en fait finalement de l'humain dans la donnée qui est souvent traitée comme une variable, comme quelque chose de très mathématique, algorithmique, statistique, alors qu'en fait on sait que les algorithmes sont créés par des personnes, sont codés par des personnes, et donc il y a aussi des biais algorithmiques très très forts, hein, ça a été largement démontré. Donc voilà, c'est un peu vraiment remettre cette compréhension-là au cœur, et puis proposer une lecture croisée, interdisciplinaire, alors qui est exigeante aussi, parce que ça demande de s'intéresser à plein de choses et de pas dire de bêtises sur certains sujets. Donc faut prendre le temps de bien se positionner. Mais je trouve ça en fait assez intéressant. Alors c'est aussi un mot à la mode, hein. Enfin, c'est en train de devenir à la mode en ce moment, donc je pense que, en tout cas à l'université, donc ça aura aussi une durée de vie, je pense limitée. Un jour on parlera d'autre chose pour finalement désigner les mêmes choses, hein. Donc c'est pas. Mais ma vision est vraiment très nord-européenne, elle est liée aussi à mes origines, et c'est vraiment cette manière de proposer des analyses ou des formations qui soient holistique, pluridisciplinaire, qui crée des personnes qui s'intéressent à plein de choses différentes et qui peuvent vraiment justement développer l'esprit critique, l'esprit analytique et la compréhension du monde. D'accord. Justement, alors
on part un peu de l'écologie là, mais je voudrais qu'on revienne sur ce que vous avez dit juste avant sur la différence entre digital et numérique. Parce que c'est vrai que moi-même qui suis dans le monde du numérique et du digital, des fois c'est un peu compliqué de trouver un peu une frontière et d'expliquer. C'est quoi votre définition ? En fait, moi la définition que j'en ai, qui est aussi liée aux travaux de Bernard Stiegler sur les études digitales, en fait, c'est puis d'autres personnes en fait sur notamment la théorie post-digitale. Donc ça c'est plutôt anglo-saxon, enfin britannique pour le coup. C'est de distinguer en français, parce qu'en France en général on dit c'est numérique, et quand des gens disent c'est digital, ça veut rien dire digital, c'est avec le doigt, c'est complètement con, etc. C'est une mauvaise traduction. En fait, pour moi, ce sont deux choses différentes. Pour des raisons différentes. Numérique, c'est vraiment le côté informatique de la chose, computationnel. Donc c'est vraiment le côté calcul, le côté codage. C'est, j'allais dire, presque le back-office de l'affaire. Et notre monde est truffé de dispositifs numériques. Voilà, clairement. En revanche, j'estime que, je suis pas le seul à le dire, mais ou à l'écrire, mais ce qui est digital, c'est lié aux usages. C'est-à-dire que c'est la manière dont les gens vont s'approprier ces dispositifs-là et vont créer, produire de l'interaction, du contenu. Donc c'est l'aspect humain. Et donc dans ce cas-là, le digital, il est vraiment utilisé. En français, on pourrait presque dire que c'est un clin d'œil vraiment au doigt, c'est-à-dire à la racine finalement du mot. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a un smartphone, c'est avec le doigt qu'on fait l'interaction avec finalement le dispositif numérique. Et donc pour moi, le digital, c'est vraiment les usages. Encore une fois, c'est pas que pour moi. Hein. Bernard Stiegler disait un peu la même chose. C'est les usages. Et c'est en fait finalement la manière dont on va s'approprier tous ces éléments induits par les dispositifs numériques qui transforment le monde social, notre rapport aux autres, notre rapport au monde, notre rapport aux outils aussi. Donc c'est vraiment cette différenciation-là. Alors évidemment, cette différence, elle induit que on est sans arrêt dans un dialogue entre le numérique et le digital, qu'il y a des ponts sans arrêt, qu'il y a aussi ce qu'on appelle des affordances. C'est-à-dire qu'en fait, les dispositifs ont des propriétés. Et ces affordances, c'est quand les propriétés, enfin je schématise très très rapidement, mais quand les propriétés en fait nous invitent à des comportements, parce que ça fait des réactions cognitives ou émotionnelles en nous spécifiques. C'est-à-dire qu'en fait, on va sur Facebook, on a une disposition de la page avec un certain nombre d'affordances qui vont faire qu'on va réagir plutôt comme ci ou comme ça, plutôt aller vers tel groupe, plutôt proposer telle interaction, etc. Donc ça veut dire qu'on a une interaction constante entre l'humain et les machines construites et codées par les humains aussi, et que voilà, la différence pour moi elle est vraiment là entre le numérique et le digital finalement. D'accord. Alors j'ai une question récurrente que je pose à tous mes invités. Okay. C'est est-ce que vous pensez que les futures générations auront une fibre un peu éco ? Je pense que oui. Alors j'ai un biais aussi, parce que, j'aime bien parce que je suis engagé sur ces questions-là, donc j'espère peut-être tout simplement. Non, j'ai un biais aussi parce que étant en lien du fait de mes travaux avec des militantes et des militants pour le climat dans différentes associations, différentes organisations, qui sont justement jeunes, c'est-à-dire qu'en fait qui ont la vingtaine, je me rends compte que, je suis en contact avec une génération. Je me sens vieux déjà, souvent avec eux, mais je suis en contact avec une génération où je me dis, mais en fait, ils se posent pas la question, ils se bougent, de manière incroyable, c'est quasiment du réflexe. Et alors, tous les jeunes ne sont pas comme ça, mais je pense qu'on a en revanche une génération sur le climat qui est en France historique, qu'on n'avait jamais vu. Des gens qui en fait se sont mobilisés à la base de manière apartisane ou transpartisane, ça dépend comment on le dit, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas engagés en se disant je vais aller militer dans un parti politique, quel que soit son bord, c'est je vais m'engager pour une cause qui pour moi est urgente, vitale, parce que je vais être concerné au premier chef dans 20 ans, quand j'aurai 40 berges, quoi, quand moi j'en aurai 60. Et en fait, du coup, elles et eux ne se posent pas la question. C'est-à-dire qu'il y a une activité, ça fourmille d'idées, d'initiatives, à la fois sur le militantisme, à la fois dans leurs travaux en fait professionnels au quotidien, à la fois aussi dans ce qu'on va au niveau local, sur les projets, les initiatives de montage. Enfin, du coup, je me dis que on a de la chance en France d'avoir une génération qui est très sensible à ça. Une partie de cette génération en tout cas, parce que c'est toujours pareil, on peut pas généraliser, il y a des gens très différents dans toutes les générations, mais en tout cas qui est dans cette génération-là des gens qui ont pris la liberté et l'initiative de se structurer à ce point-là, de militer, de pas avoir peur d'y aller, et qui ont une manière très très différente d'envisager finalement l'activisme par rapport aux vieux de la vieille, les vieux écolos des années 60-70, René Dumont, enfin les vieux de Greenpeace ou les vieux des collectifs contre les pesticides, c'est encore autre chose tout ça, mais c'est une autre génération qui s'engageait
avec d'autres raisons et d'autres schémas politiques en tête aussi, idéologiques. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'idéologie dans les mouvements climat, il y en a, mais je pense que leur force, jusque-là en tout cas, parce qu'il faut voir comment la présidentielle va réorganiser tout ça, jusque-là leur force a été de pouvoir justement être extrêmement actif, fort, puissant, proposer souvent des initiatives. Il y a de nouveau une marche pour le climat samedi, juste avant les élections, là, qui est organisée, et sans arrêt en fait ils se mettent en mouvement. Il y a toujours des actions qui sont faites. Donc moi je me dis c'est vraiment plutôt, c'est extrêmement stimulant, et je me dis mais être en contact de gens comme ça motive encore plus, parce que voilà, on a envie de faire encore plus de choses, quoi. Donc c'est plutôt chouette. Après effectivement, peut-être la difficulté, il faudra voir après les présidentielles, est-ce que ça aura un impact durable ou pas, il faudra voir, mais effectivement ça veut dire que ces mouvements-là se sont aussi un petit peu divisés, puisque certains sont partis effectivement à la France Insoumise, d'autres chez les Verts, d'autres à la Primaire Populaire notamment, et ça crée un peu de tension en ce moment. Maintenant, je pense que la cause générale, et on le voit par rapport à la manifestation du 9 avril, fait que elle est suffisamment large, suffisamment urgente pour que à chaque fois, finalement, sur des mobilisations comme ça, ils se retrouvent quand même, parce que il n'y a pas le choix, quoi. Donc je pense que finalement il y aura besoin d'une reconfiguration. Après, est-ce que ces mouvements-là devront rester apartisans ou transpartisans? Est-ce qu'à un moment donné il n'y aura pas quelque chose à construire, peut-être de plus structurel? Je sais pas, mais je pense que il y a une génération qui est plus sensible à ça. J'espère qu'elle le sera de plus en plus. Je pense que ça devient un sujet de société tellement important que ça aura forcément des impacts et des effets encore sur d'autres personnes, mais je pense de manière très concrète, oui, les gens qui ont 20 ans aujourd'hui sont statistiquement plus sensibles aux questions climatiques que ma génération d'il y a 20 ans, quoi. Ça me paraît très très clair. Oui, c'est clair. Mais est-ce que c'est aussi une catégorie socio-professionnelle particulière? Ah oui, je pense. Oui, je pense, bien sûr. Là encore une fois, on retrouve effectivement des gens plutôt diplômés, donc qui ont aussi un parcours qui les a sensibilisés culturellement, socialement, économiquement, ces enjeux-là, et avec du coup une capacité d'avoir une lecture complexe des choses. Donc évidemment, et toute la difficulté, tout l'enjeu, c'est maintenant de faire, encore une fois, la jonction avec d'autres types d'initiatives ou de protestations ou d'engagements. Et là, je pense immédiatement à Verdragon, en fait, qui est la maison qui a été montée à Paris, où en fait c'est une manière de réunir des collectifs militants sur le climat, activistes, et notamment d'autres collectifs qui viennent des quartiers populaires plutôt. Je pense au collectif Front de Mer de Fatima Wassak, qui du coup est en lien direct avec ça, et je pense que de ce point de vue-là, il y a comme ça des lieux, alors je sais que c'est un gros mot, mais des lieux intersectionnels littéralement, c'est-à-dire qu'en fait on va faire converger plusieurs types d'engagements ou de luttes justement pour essayer de réfléchir de manière plus transversale, plus complexe aussi à ces questions-là, et surtout que tout le monde puisse prendre la parole sur ce sujet-là et pas simplement une catégorie de la population. Donc c'est en train de se faire, ça prend du temps, il faudra oser faire encore plein d'autres choses parce que c'est vraiment un début, mais bon, j'ai bon espoir, ouais. On va dire. Super, merci beaucoup Albin Wagner. Et comment on peut vous contacter si quelqu'un a envie de travailler avec vous? Il y a LinkedIn où je suis présent, ça y a pas de problème. Et puis après je suis présent sur tous les réseaux sociaux globalement, Twitter, LinkedIn, Facebook, mais LinkedIn évidemment du point de vue professionnel c'est le plus simple. Ouais. Ok, très bien. Merci beaucoup Albin. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Génération Echo. Merci pour vos partages et commentaires. Et je vous dis à bientôt à l'écoute de Génération Echo.